Bonjour à tous, installez-vous confortablement. Si vous vous intéressez à la scolarité de votre enfant, vous n'avez pas pu y échapper. Depuis quelques années, un mot magique est sur toutes les lèvres, les neurosciences. On vous explique dans les livres, à la télévision, et parfois même dans les réunions de parents, qu'il suffit d'étudier l'imagerie cérébrale pour comprendre enfin comment faire travailler nos adolescents. On nous promet des méthodes scientifiques infaillibles, des applications miracles basées sur la plasticité synaptique, bref, une sorte de manuel de l'utilisateur biologique du cerveau de nos enfants. En tant que parent, ou enseignant, c'est extrêmement séduisant. On se dit, enfin de la science solide pour remplacer les vieilles méthodes. Mais attendez, et si cette promesse était en réalité un piège ? C'est l'alerte très sérieuse que viennent de lancer deux des plus grandes figures de l'éducation en France. Le célèbre pédagogue Philippe Mérieux et le professeur de psychologie du développement et des neurosciences cognitives à la Sorbonne, Grégoire Borst, dans un dialogue croisé inédit publié sur la plateforme Kern-Info. Ils mettent fermement en garde contre ce qu'ils appellent le neuroenchantement, à savoir l'illusion technocratique selon laquelle la science du cerveau pourrait remplacer l'art d'enseigner et la relation humaine. Aujourd'hui, on va prendre du recul. On va laisser de côté les dogmes et regarder ce que nous dit ce débat fondamental pour comprendre comment aider nos ados à la maison sans les transformer en robots synaptiques. Bienvenue dans ce nouvel essai du relais secondaire. Pour comprendre l'avertissement de Mérieux et Borst, il faut d'abord définir ce terme, le neuroenchantement. Alors, le neuroenchantement, c'est cette croyance qui dit que parce qu'on peut voir une zone du cerveau s'allumer sur une IRM quand on fait une soustraction, on sait automatiquement comment enseigner les mathématiques à une classe de 25 élèves fatigués un vendredi après-midi. Et c'est là que le chercheur en neurosciences Grégoire Borst apporte une nuance cruciale. Il rappelle une vérité scientifique essentielle. Les neurosciences décrivent des mécanismes, elles ne prescrivent pas des méthodes. Pensez-y comme à la médecine et à la cuisine. Les neurosciences vous expliquent le fonctionnement biologique de la digestion, la structure des nutriments, le rôle des enzymes. C'est fascinant et c'est indispensable. Mais la connaissance de la digestion ne fera jamais de vous un chef 3 étoiles. Elle ne vous dit pas comment associer les saveurs, comment gérer la cuisson d'un soufflé ou comment dresser une table chaleureuse pour vos invités. Eh bien pour l'école, c'est pareil. Les neurosciences nous expliquent comment fonctionne la mémoire de travail ou bien l'inhibition cognitive. C'est ce qu'on décortique d'ailleurs souvent sur cette chaîne. Mais elles sont incapables de dire à un enseignant comment capter l'intérêt d'un adolescent en rupture scolaire, comment gérer les conflits dans la classe, ou comment redonner confiance à un élève persuadé d'être nul. Philippe Mérieux, de son côté, pointe un danger encore plus politique et administratif. Pour lui, le tout neuroscience est trop souvent instrumentalisé par les gouvernements pour masquer la réalité de terrain. C'est tellement plus facile et moins coûteux d'expliquer l'échec scolaire par un déficit d'inhibition dans le cortex préfrontal de l'élève plutôt que de parler de la pénurie d'enseignants, ou bien de la taille des classes, ou bien du manque de mixité sociale. Présenter la neuroscience comme l'unique remède miracle, c'est déresponsabiliser le système d'éducation et évidemment culpabiliser les enfants et leurs familles. Mais alors, si le cerveau n'est pas le seul maître à bord, qu'est-ce qui manque à l'équation ? La réponse tient en un mot, l'humain. Pour approfondir ça, je vous conseille la lecture d'un article critique très percutant de Sakeli, publié dans la revue Vie sociale et traitement et intitulé « Vous ne croyez pas à la science ?» Cet article résume parfaitement le cœur du problème. Un élève n'est pas un cerveau isolé dans une boîte en plastique. Apprendre n'est pas un simple processus mécanique d'encodage synaptique. C'est un acte profondément relationnel, social et affectif. Regardez vos propres souvenirs d'école. Les matières où vous avez le plus progressé, les sujets qui vous passionnent encore aujourd'hui, est-ce que c'était parce que la méthode d'activation de votre hippocampe était parfaite ? Ou est-ce que c'était parce que vous aviez face à vous
Un professeur passionné, bienveillant, qui vous a regardé avec confiance et a donné du sens à ce qu'il racontait. On va pas se mentir, un adolescent n'apprend que s'il se sent en sécurité émotionnelle, s'il a une relation de confiance avec l'adulte qui l'accompagne, et s'il comprend pourquoi il doit faire cet effort. Si vous retirez l'affectivité, le groupe, le partage et le sens, vous pouvez appliquer la meilleure méthode cognitive, le cerveau de l'ado se mettra en mode fermeture. Heureusement, sur le terrain, en Belgique, les lignes commencent à bouger pour réconcilier ces deux mondes sans dogmatisme. Par exemple, nos grandes universités belges, l'ULB, l'UC Louvain, l'ULiège, l'UNamur et l'UMONS, viennent de s'associer pour créer un certificat interuniversitaire sur les troubles neurodéveloppementaux. L'objectif est génial, donner aux profs des outils scientifiques pour les élèves 10 ou TDAH, tout en respectant leur expertise pédagogique de terrain. Dans le même esprit, l'Université de Liège prépare son grand congrès des sciences d'août 2026 avec pour thème central le croisement entre la neuroéducation, les pratiques concrètes de classe et l'intelligence artificielle. C'est cette alliance intelligente, ce pont entre la science et l'humain, qui représente le véritable avenir de l'école. Alors concrètement, on fait quoi à la maison ce soir pour aider nos adolescents à faire leurs devoirs sans tomber dans le dogme de la méthode miracle? Comment être à la fois un parent attentif aux découvertes cognitives et un guide bienveillant? Voici 3 principes simples à appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, la priorité absolue, c'est la sécurité émotionnelle. La recherche en neuropsychologie s'accorde avec la pédagogie traditionnelle sur ce point. Un cerveau stressé est incapable d'apprendre. Quand le ton monte pendant les devoirs, quand la colère s'installe, le cortisol bloque la mémoire active. Votre premier rôle de parent n'est pas d'être un répétiteur intransigeant, mais de garantir un climat serein. Si la tension monte, faites une pause. Allez boire un verre d'eau, discutez d'autre chose. Mieux vaut 15 minutes d'études dans le calme et la complicité que 2 heures de guerre psychologique autour d'une table. Deuxièmement, privilégiez l'appropriation active. Ne demandez pas à votre ado de répéter des définitions comme un magnétophone. Utilisez la fameuse méthode du pédagogue Richard Feynman. Demandez-lui de vous expliquer sa leçon d'histoire ou de science ou de géographie avec ses propres mots, comme s'il l'expliquait à son petit frère ou à sa grand-mère. Pour faire ça, son cerveau doit réorganiser l'information et y chercher du sens. C'est à ce moment-là que la science cognitive et la pédagogie active se rencontrent pour ancrer durablement la mémoire. Et troisièmement, refusez la recette unique. Il n'existe pas de méthode d'étude universelle qui fonctionne sur tous les enfants sous prétexte qu'elle est validée en laboratoire. Certains ados ont besoin de marcher pour réfléchir, d'autres de dessiner des cartes mentales colorées, d'autres encore de faire des fiches sobres. Observez votre enfant, testez des formats différents avec lui et adaptez le cadre à sa personnalité unique. La pédagogie, c'est de la dentelle, c'est pas du travail à la chaîne. Le message de Philippe Mérieux et Grégoire Borst, c'est en fait une invitation à la modestie et au bon sens. Les neurosciences sont une boussole formidable pour éclairer le chemin, mais c'est la relation humaine, la bienveillance et le sens qui font marcher les élèves. Pour retrouver notre synthèse écrite de ce débat en 3 points clés clairs et applicables, rendez-vous sur notre média gratuit levactu.be. Le lien de l'article est juste en dessous dans la description de la vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'en pensez-vous? Avez-vous parfois l'impression qu'on en fait trop avec les neurosciences au détriment de l'aspect humain à l'école? Comment gérez-vous cet équilibre lors des devoirs à la maison? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. Si ce format d'essai et de décryptage vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à réactiver la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos du relais secondaire. Pour vous accompagner dans le quotidien scolaire de vos ados, sachez que je prépare actuellement un ensemble de ressources collaboratives. Je vous en reparlerai très très vite. D'ici là, tenez le cap, faites confiance à vos ados et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!